Claude Prosper Joliot de Crébillon a dit Crébillon fils, pour le distinguer de son père Prosper Joliot de Crébillon. Crébillon père, célèbre auteur dramatique, membre de l'Académie française, les deux hommes étaient fort différents. Alors que le père écrivait de sombres tragédies, le fils se spécialisa dans les contes et romans licencieux. Dans son tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier décrit les deux hommes dans le chapitre Les deux Crébillons. Le père était un géant au large torse et à la figure rubiconde, tandis que le fils était taillé en peuplier, haut, long, menu. Mercier ajoute, Crébillon fils était la politesse, l'aménité et la grâce fondues ensemble. Il avait vu le monde, il avait connu les femmes autant qu'il est possible de les connaître. Il les aimait un peu plus qu'il ne les estimait. Sa conversation était piquante, il regrettait le temps de la Régence, comme l'époque des bonnes mœurs en comparaison des mœurs régnantes. Claude Prosper fait ses études chez les Jésuites du collège de Louis-le-Grand. Le supérieur du collège, le R.P. Tournemine, tente vainement de l'attirer dans cet ordre. Dès 1729, il collabore à un recueil satirique, l'Académie de ces messieurs, et à quelques pièces et parodies d'opéra. Arlequin, toujours Arlequin, le sultan poli par l'amour, l'amour à la mode, etc. Toujours en 1729. Crébillon fils est parmi les fondateurs de la célèbre goguette du caveau. Il y rencontre notamment le peintre François Boucher, le musicien Jean-Philippe Rameau et d'autres encore. Il y retrouve son père. Il participe également aux activités de la Société chantante de la Dominicale. Son premier conte, approuvé par la censure, le Sylphe, est publié en 1730 et connaît un succès public. En 1732, Crébillon publie les lettres de la marquise de M. au comte de R, une monodie épistolaire. En 1734, il publie Tanzaï né à Darnay, un conte licencieux qui remporte un vif succès mais dans lequel certains voient une satire de la bulle Unigenitus, du cardinal de Rohan et de la duchesse du Maine. L'auteur est emprisonné quelques semaines à la prison de Vincennes. La duchesse du Maine a l'esprit non seulement de l'en tirer mais de l'admettre à sceaux, ce qui lui ouvre les portes des salons parisiens. Il fréquente ceux de Madame de Sainte-Maure, où il rencontre celle qui deviendra sa maîtresse puis sa femme, Marie-Henriette de Stafford, et de Madame de Margy, qui est longtemps sa maîtresse et sert de modèle à la marquise de Lurcé dans les égarements du cœur et de l'esprit, jusqu'en 1743. Il est également un habitué des lundis de Mademoiselle Quinault où il rencontre Marivaux et Madame de Graffigny. Dès cette époque, il écrit avec réticence, révisant sans cesse ses ouvrages, hésitant à publier. Sa parole était lente et sa conversation conventionnelle et sans charme. Or quelques rares fulgurances. D'ailleurs, Mademoiselle de Beauvoisin, citée dans les prétendus souvenirs de la marquise de Créqui, l'interpelle en ces termes peu amènes. Pédant, vilain pédant, tu es si pédant, si sérieux, si sec, si gourmet, si composé, si empesé et si ennuyeux, que je ne veux pas que tu viennes souper avec moi chez Monticourt. Les demoiselles Avrier ont dit à Collet que tu n'avais pas trouvé autre chose à leur dire que « J'ai l'honneur de vous présenter mon très humble hommage » ou bien mes devoirs les plus respectueux. Pour changer, va donc, tu n'es qu'un manche à balai galonné. Tu ne fais pas autre chose que des révérences à la vieille mode, etc. En 1736, il publie Les égarements du cœur et de l'esprit ou Mémoires de M. de Maillecourt, roman dont l'un des protagonistes, M. de Versac, annonce le Valmont des liaisons dangereuses. Une épigramme de Crébillon fils contre son père ne concourt pas peu à dissoudre la société du caveau, qui disparaîtra en 1739. Un jour, alors qu'on lui demande quel était le meilleur de ses ouvrages, Crébillon père élude la question en montrant son fils et en déclarant « Voici en tout cas le plus mauvais ». À quoi Crébillon fils aurait répondu « Pas tant d'orgueil, s'il vous plaît, monsieur, attendez qu'il soit décidé que tous ces ouvrages sont de vous ». Allusion à un ami qui aurait serré de près Madame de Crébillon. Une autre version dit qu'il aurait répliqué à son père « C'est parce qu'il ne doit rien aux Chartreux,
Une calomnie attribuant à l'époque les ouvrages de Crébillon père à un Chartreux. La société ordonne en punition le verre d'eau pour tous deux. Crébillon fils boit le sien. Mais son père, fâché, quitte brusquement la société et depuis ce moment, rien ne peut le déterminer à y retourner. Après la publication du Sofa, 1742, Crébillon fils est exilé à 30 lieues de Paris le 7 avril 1742. On lui reproche officiellement quelques audaces morales. Certains croient reconnaître Louis XV dans le personnage ridicule et amusant du sultan Shah Baham, mais son tort est surtout de laisser circuler ce conte pendant la période d'interdiction des romans. Il parvient à rentrer dans la capitale le 22 juillet en faisant valoir pour sa défense que l'ouvrage aurait été commandé par Frédéric II de Prusse et n'aurait été publié qu'à la suite d'une indiscrétion et contre sa volonté. Il récidive en 1746 avec Les Amours de Zéokinissoul, roi des Coffrans, dans lequel l'allusion au roi est transparente. Ce roman paraît sous le pseudonyme de Crinelbol. En 1744, il a une liaison avec Marie-Henriette de Stafford, fille de Jean de Stafford, chambellan de Jacques II d'Angleterre, jeune fille de haute naissance, douce, dévote, mais aussi, selon Charles Collet, journal, janvier 1750, louché d'une laideur choquante. Il l'épouse à Arcueil le 23 avril 1748. Après la naissance d'un fils en 1746, il se montre un époux irréprochable, d'une parfaite fidélité. Son fils meurt en 1750, et il connaît au même moment des difficultés financières. Il obtient en 1753 une pension de 2000 livres et un appartement de la part du duc d'Orléans qui devient en quelque sorte son mécène. Sa femme décède en 1755 et il n'hérite rien d'elle. Ruiné, il est obligé de vendre sa bibliothèque. En 1758, il devient secrétaire du marquis de Richelieu pendant quelques semaines. À partir de 1759, il participe à la renaissance de la goguette du caveau, deuxième du nom, en 1759. Grâce à la protection de Madame de Pompadour, Crébillon est nommé censeur royal de la librairie, fonction que son père, qui meurt en 1762, avait également occupé et qu'il exerce honorablement. Sort ironique pour un auteur libertin. En 1762, Madame de Pompadour lui accorde une pension de 2000 livres sur sa cassette personnelle. En 1768 il publie Les Lettres de la Duchesse, roman épistolaire qui ne rencontre pas de succès en France. Après la publication en 1771 des Lettres athéniennes, roman épistolaire polyphonique, libertin et politique, il cesse d'écrire, estimant qu'il a perdu le fil de son siècle. En 1772, de son vivant, une collection complète en 7 volumes de ses œuvres est publiée, signe de sa reconnaissance en tant qu'écrivain. En 1774 il devient censeur de théâtre. Pendant 2 ans, il meurt à Paris le 12 avril 1777 et la place compose pour lui cette épitaphe. Dans ce tombeau gît Crébillon, qui, le fameux tragique, non, celui qui le mieux peignit l'âme du petit maître et de la femme.